vous souhaiter à tous la bienvenue. Merci d'avoir rejoint cette deuxième journée de la conférence organisée par notre laboratoire, le PRISM. Alors, ce matin, on va avoir une table ronde autour de la thématique suivante: la gestion des entreprises en temps de crise, comment les entreprises tunisiennes s'en sortent-elles. Donc, je vais rappeler très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là hier, que cette conférence s'intéresse à la résilience organisationnelle, mais également à la résilience individuelle en contexte de crise et notamment suite à la crise du Covid. Alors bon, moi, je suis désolée, mais ils se sont mis à dire la Covid, mais moi, je maintiens, je continue à dire le Covid. D'accord? Alors, l'objectif de cette conférence, c'était justement de réfléchir sur les comportements des individus, mais également de réfléchir, de s'interroger, de se poser des questions par rapport au comportement des entreprises. Comment est-ce que les entreprises se sont organisées donc face à cette crise qui a été très, très contraignante pour beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire pour tout le monde. D'accord? Alors, hier, on a eu de très belles interventions et justement, ce que les intervenants ont essayé de faire, donc ils ne nous ont pas du tout donné des solutions, pas du tout, ce n'était pas l'objectif, mais grâce à eux et grâce à leur intervention, on a pu vraiment réfléchir sur les conséquences de cette crise, etc. Alors, aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous allons avoir le point de vue de trois professionnels que je remercie vraiment au passage, parce que on sait tous que pour des professionnels, c'est pas du tout évident de se libérer et surtout de consacrer du temps à ce genre à ce genre de manifestation. Alors, donc, en fait, on va, comme on a vu un petit peu que Madame Heifa Bouzidi avait des problèmes pour intervenir, pour se connecter. Donc, on va changer l'autre. Madame Lamia Leila. Bonjour. Ça y est, d'accord, ok. Donc merci Madame Heifa Bouzidi. Vraiment, on vous remercie infiniment d'être parmi nous et d'avoir réussi à vous connecter. Donc, comme je le disais, on va voir là le point de vue de trois professionnels. Donc, le point de vue de Madame Heifa Bouzidi. Donc, Madame Heifa, elle est responsable de la direction développement ressources humaines à la BIAT. Alors, au programme, c'était Monsieur Mouaz Benrhouma qui était annoncé, mais il semblerait qu'il ait eu un contretemps. Alors, Madame Bouzidi va nous parler un peu de la GRH en temps de Covid-19. Alors, comme beaucoup d'entreprises, les banques ont été obligées de travailler en effectif réduit. Et donc, Madame Bouzidi va nous parler vraiment de la GRH pendant la crise au sein de la BIAT. Alors, notre deuxième intervenant, ce sera Monsieur Sheikh Sleimi, qui est enseignant-chercheur, mais également directeur d'un incubateur d'entreprise et fondateur de la société Bio-Emera, qui intervient, donc c'est une entreprise qui intervient dans le secteur de l'agriculture biologique et la valorisation des plantes médicinales. Alors, Monsieur Sleimi va se focaliser sur l'agriculture bio en temps de Covid et surtout, il va nous parler, et c'est ça qui va être très intéressant, de la chaîne de valeur du bio face à la crise du Covid-19. Alors, enfin, notre troisième intervenant, ce sera Monsieur Khaled Lazreb, qui travaille dans le tourisme alternatif et qui est responsable de l'entreprise Alternative Events Management. Donc, Monsieur Lazreb va nous parler de l'événementiel
et du tourisme d'affaires alternatif face au Covid-19. Et il va surtout nous parler de l'impact de la crise sanitaire sur le tourisme alternatif. Alors, ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est que nous allons avoir le point de vue de professionnels qui vont travailler, qui interviennent dans des secteurs différents, à savoir le secteur bancaire, le secteur du tourisme et le secteur de l'agriculture biologique, sachant que ces secteurs ont été touchés différemment en fait par cette crise. Donc voilà, sans plus tarder, donc nous avons en principe la session termine à 11 heures. Donc je vais sans plus tarder céder la parole à Madame Heifa Bouzeidi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée pour le contretemps déjà. Tout d'abord… Il n'y a vraiment aucun problème. On vous remercie infiniment. Et désolée pour le stress là qu'on vous a fait vivre ce matin. Ça va, ça va. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, Heifa Bouzeidi, responsable de la direction développement RH et ancienne responsable de la direction administration du personnel, là où il y a, entre autres, le service médical de la BIAT. Donc, par rapport au sujet de la GRH en temps de crise, avant tout, il est important de préciser que l'impact de cette crise sur les RH s'est fait rapidement ressentir. Donc, du coup, notre pilotage RH a changé. On s'est trouvé au cœur de la gestion de la crise Covid-19. Donc, la période particulière de gestion de crise a permis de renforcer nos liens RH avec tout le personnel de la banque. Donc, plusieurs enjeux ont été pris en considération. Comme vous le savez, les banques ont fait et font encore partie des secteurs vitaux qui ont continué à fonctionner depuis le début de la crise, même lors des périodes de confinement. Et du coup, le challenge n'était pas du tout évident et il fallait continuer l'activité tout en s'assurant de la sécurité et de la santé de notre personnel. Donc, plusieurs mesures ont été prises. Déjà, au début de la crise, nous avons instauré un comité de crise présidé par monsieur le directeur général et le top management de la banque. Comme vous le savez, tout se passait à une vitesse rapide. Il y avait plusieurs décisions gouvernementales qui étaient prises depuis le début de la crise. Et donc, il fallait agir rapidement et d'une manière fluide et agile. D'où l'importance de ce comité qui se tenait périodiquement et toutes les 2-3 fois par semaine afin de partager les informations, de prendre les décisions nécessaires et rapidement, de prendre rapidement les décisions nécessaires en adéquation avec la situation qui changeait tous les jours et de s'assurer de l'efficacité des mesures prises afin de sonner la sonnette d'alarme si nécessaire, voilà, de mobiliser les équipes, etc. Donc, aussi, le plan de continuité d'activité, notamment lors de la première vague du Covid-19, le 23 mars 2020, il y a eu la décision du confinement général. Donc, du coup, la banque a assuré la continuité de son activité vu qu'elle fait partie des secteurs vitaux au niveau du pays. Donc, nous avons mis en place un dispositif qui combine à la fois la continuité d'activité tout en assurant le meilleur service à notre clientèle, d'une part, et la sécurité et la santé de nos collègues, d'autre part. Donc, nous avons mis en place un système de rotation des effectifs au niveau du réseau d'agences surtout. La réduction aussi des effectifs au niveau du siège. Le siège compte plus que 1300 personnes. Donc, c'était nécessaire de réduire les effectifs pour assurer la sécurité de nos collègues, tout en gardant les personnes critiques et essentielles à la continuité d'activité. Donc, aussi, nous avons mis en place le système de fonctionnement en télétravail pour les personnes dont l'activité peut être assurée à distance.
tout en assurant la sécurisation de nos données et des accès dédiés. Donc, c'était une première expérience de télétravail qui a été mise en place à la BIAT. Donc, on est passé d'un fonctionnement d'environ 1300 personnes au niveau du siège de la banque à environ 500 personnes entre sur site et à distance. Aussi, il y a la sécurité de nos collaborateurs et de tout le personnel de la banque qui a été et elle est encore notre plus grosse priorité. Donc, nous avons mis en place un dispositif de protocole sanitaire incluant plusieurs actions. La sensibilisation par rapport aux mesures d'hygiène, surtout au début de la crise, vu qu'il y a eu un changement radical du comportement des gens d'une manière générale. Donc, il fallait faire beaucoup de sensibilisation et beaucoup de communication par rapport à ce sujet via des mails, des affiches, des vidéos, du porte-à-porte, etc. Nous avons mis à la disposition de tout le personnel les moyens de protection nécessaires avec une périodicité prédéfinie, et ce depuis le début de la crise jusqu'à ce jour. Il y a dans les masques, le gel, les visières de protection, l'installation de plexiglas au niveau de toutes les agences, les caméras thermiques au niveau des locaux du siège, etc. La mise en place d'un dispositif de contrôle de nos collègues qui faisaient l'objet de déplacements à l'étranger afin de respecter les mesures de confinement telles que décrétées par le gouvernement. Nous avons fait plusieurs actions de désinfection périodique de tous les locaux de la banque et la prise en charge des tests Covid pour le personnel le personnel à risque. Donc, on a fait environ 1400 tests effectués jusqu'à ce jour. Donc, et là, c'est le rôle de la médecine de travail lors de toute cette phase qui a été primordiale et qui l'est encore d'ailleurs. Donc, il y a eu une forte implication des médecins, de nos médecins de travail tout au long du process, de la sensibilisation, l'incitation à l'application des mesures préventives, le suivi des cas à risque, le suivi et la prise en charge des cas positifs, la gestion de la reprise au travail, etc. Donc, tout le process de la crise sur le plan santé a reposé sur nos médecins de travail qui ont vraiment été mobilisés jour et nuit pendant le week-end pour veiller à la santé de nos collaborateurs. Et l'axe très important qui nous a accompagnés, c'est la com interne. En fait, la com interne a eu un rôle très important au cours de cette crise de pandémie et l'équipe com interne nous a accompagnés pour informer les collaborateurs, pour rassurer par rapport à la situation et ce par la mise en place d'une communication de crise. Et de la banque qui était important tout au long de la crise. En fait, nos responsables ont été les relais de communication entre nous, RH, et les collaborateurs de la banque, surtout lors des périodes de télétravail, vu qu'il y a eu un changement de fonctionnement d'un management de proximité à un management à distance. Donc, ils ont très bien assuré cette expérience. Et ils ont été au cœur de l'action lors de toute la phase de cette crise afin de rassurer, bien sûr sans être trop optimiste ni alarmiste, de mobiliser et de motiver leurs collaborateurs. Donc, et surtout qu'à la BIAT, à part le siège, il y a les agences un peu partout en Tunisie. Donc, du coup, nous, les RH, on ne pouvait pas être sur site lors de toute la phase de crise. Donc, du coup, les responsables des agences et du siège ont été vraiment les vrais relais de communication avec leurs collaborateurs lors de toute la phase de crise.
Voilà, ça, grosso modo, c'est la gestion de crise Covid-19 à la BIAT depuis le début en mars 2020 jusqu'à ce jour. Et nous continuons jusqu'à ce jour à gérer cette crise. Voilà. Ben, merci beaucoup. Donc, vraiment, je vous remercie infiniment, Madame Bouzaidi, pour ce témoignage, parce que vraiment, ça nous a permis de voir comment une banque, et notamment la BIAT, avait donc géré un petit peu la crise. Et puis, vous avez, la vérité, mis l'accent sur beaucoup de choses particulièrement intéressantes, notamment l'importance de la communication interne, la présence en fait, le rôle de la médecine du travail. Donc on s'est rendu compte également, alors il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est lorsque vous avez dit que vous êtes passé de 1300 à 500 personnes sur site et à distance. Donc waouh, je me suis dit oulala. Et puis, alors, j'ai également relevé la désinfection lorsque vous désinfectez constamment les locaux, etc., le management de proximité, comment vous êtes passé à un management de proximité, à un management à distance. Donc, merci pour tous ces éléments, tout ce que vous venez de développer. Alors, si je ne sais pas comment vous voulez qu'on fonctionne, est-ce que l'assistance, est-ce que vous souhaitez poser des questions ou bien est-ce que on passe à notre deuxième intervenant et on ramasse après toutes les questions? Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Est-ce que je pense qu'il faut faire de manière classique, finir avec tous les D'accord. Et on passe aux questions, c'est mieux. Ok, merci Nizar. Moi aussi, parce que j'avais envie qu'on ramasse un petit peu toutes nos questions. Alors, donc, sans plus tarder, donc, si Sheikh Sleimi, donc, je vous cède la parole, si vous voulez bien. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'ensemble des membres organisateurs, organisatrices, les intervenants. C'est vraiment un plaisir de m'inviter pour parler d'une filière un petit peu spécifique qui est pas très bien connue côté chiffres et travail et règlement, mais ça fait partie surtout du présent et de l'avenir de l'agriculture d'une manière générale, parce que c'est ce qu'on appelle, il y a une vague énorme de retour aux sources. La vague de Mère Nature sauve-nous. Voilà. Donc, j'ai un petit slide, une petite présentation pour que ça soit un petit peu avec des chiffres. Est-ce que vous arrivez à voir Oui, c'est bon. Oui. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'agriculture bio. En temps du Covid, quel changement au niveau de la chaîne de valeur? Certainement, avec cette crise, malheureusement pour plusieurs secteurs et pour l'ensemble du globe terrestre, il y a pas mal de changements, brusques parfois, et sans vraiment qu'on a anticipé ou préparé des axes de travail, développer des éléments et des équipements, etc., ou des stratèges pour faire face, mais chacun ou chaque secteur ou chaque entreprise a fait en sorte de rebondir à cet ensemble ou cette panoplie de problèmes et de surprises surtout, afin de faire de notre mieux pour développer le secteur, pour offrir qualité et quantité, et surtout, il ne faut pas oublier que le secteur agricole, d'une manière générale, est parmi les rares ou secteurs qui étaient dans le positif par rapport au PIB de cette année. Donc, moi, je fais partie d'un ensemble de programmes et de missions. Je ne sais pas comment je me définis, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, à la base, je suis docteur en biotechnologie de l'Université de Montpellier. Actuellement, je suis directeur d'un incubateur d'entreprise au sein de l'Université Honoris.
et aussi un programme manager d'un master, d'un MBA, en partenariat avec l'université italienne de Milan, Sacré-Cœur de Milan, sur l'entrepreneuriat à impact. Donc aussi, j'ai fondé une entreprise dans le secteur de l'agriculture biologique et spécialement dans tout ce qui est valorisation des plantes médicinales et aromatiques. C'est à Tabarka, nommé BioEmera. Par la suite, je fais partie, je suis toujours membre fondateur de ce qu'on appelle le premier syndicat privé UNOBio de tous les opérateurs de la filière bio en Tunisie. Lorsqu'on dit tous les opérateurs, parce qu'il y a le producteur, le transformateur et le fournisseur. Et récemment, j'étais élu le président d'un cluster d'entreprises dans 4 gouvernorats qui sont Jemdoub, Beja, Sibienne et Kef pour valoriser la production, la qualité, le volet recherche et développement et l'impact social, c'est-à-dire assurer des revenus pour les femmes artisanes, les artisans, les femmes rurales, où on est en train de suivre 500 artisans dans 4 gouvernorats pour exporter leurs produits à l'étranger de plantes médicinales sous forme vrac ou transformées. Donc, revenons un petit peu à l'agriculture biologique. Qu'est-ce que c'est par définition? Donc, l'agriculture biologique, elle constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturelles et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM, et limite l'emploi d'intrants. Qu'est-ce que c'est les intrants? C'est les semences qui viennent de l'étranger, d'une manière générale, et qu'on ne sait pas vraiment leur origine. Mais on sensibilise tout le monde à utiliser les semences paysannes, qui sont ancestrales, qui sont de très haute qualité, et il y a pas mal de programmes pour les développer. Lorsqu'on parle d'agriculture biologique, avant de passer à la phase Covid, donc on voit de plus en plus, depuis des années, que malgré qu'il y a des crises, des va-et-vient, il y a une nette augmentation, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, sur le volet, surtout au nombre d'opérateurs. Donc, presque en 2017, maintenant, on est à 8000 opérateurs dans la filière bio, et la majorité sont dans la filière des huiles d'olive ou des oliviers et les dattes. Mais il y a d'autres produits qui sont en train d'être valorisés, qui sont en train d'être travaillés et avec beaucoup de qualité. La superficie, pourquoi ça augmente, ça descend? Parce que souvent, c'est très difficile d'avoir les certificats bio, sachant que chaque pays, l'Europe, ils ont des certificats, les États-Unis, ils ont des certificats, le Japon, on parle marché toujours parce que on fait des certificats liés à des marchés de l'export. Donc, souvent, lorsqu'on ne suit pas les cahiers de charges, on perd les certificats. C'est pour cela, entre 2010, la superficie, elle est passée de 400 000 hectares vers, en 2011, c'était l'année de la Révolution, à 250 000 hectares. Donc, il y a une nette diminution, mais après, ça augmente au fur et à mesure. Quelques chiffres sur la production. Donc, en majorité, comme j'ai dit, c'est les huiles d'olive, parce que la Tunisie, depuis les Phéniciens, les Romains, etc., et après toutes les civilisations qui sont passées par là, les oliviers, c'était l'arbre sacré, c'était, elle est plantée partout en Tunisie. Et en deuxième lieu, il y a les dattes, comme vous pouvez voir, avec que ce soit en quantité ou en valeur. L'huile d'olive, récemment, il est à environ 430 millions de dinars. D'autres produits qui sont, on ne parle pas trop, mais maintenant, il y a énormément de travail sur la valorisation des produits ou de la matière première, à savoir, il y a tout ce qui est fruits, les plantes, les herbes, les arômes, en vrac, mais après, les produits transformés, que ce soit des tomates, poivrons, poivres, etc., séchés,
les fruits séchés, champignons, les plantes médicinales, qui est ma spécialité, et ça se développe de plus en plus. Maintenant, tout ça c'est beau, tout ça c'est magnifique. La Tunisie a la plus grande superficie en Afrique, c'est-à-dire certifiée biologique. On est les premiers en Afrique à huile d'olive biologique, avec énormément de médailles. Chaque année, chaque saison, il y a énormément de médailles des entreprises tunisiennes qui ont des prix à l'échelle internationale. Mais hop, d'un coup, l'année dernière, il y a une crise mondiale, le Covid-19. Partout, il y a eu des soucis, des problèmes, surtout avec le confinement, le déplacement entre les régions, que ce soit des agriculteurs, des ingénieurs, des experts qui sont en train de suivre les producteurs, les transformateurs. Je sais qu'à certains moments, il y a eu parmi ceux qui ont eu l'autorisation de se déplacer entre les régions, parce que l'agriculture, c'est pas uniquement local, parce qu'on peut aller chercher des semences ou des produits, des fertilisants, etc., des produits phytosanitaires, parce que comme vous le savez, c'est très strict. On ne peut pas utiliser n'importe quoi ou n'importe quel produit chimique pour traiter nos plantes, mais il y a des produits qui sont faits d'une manière qui respecte la terre et l'environnement. C'est pour cela qu'on se déplace énormément. Par exemple, pour chercher des semences, moi je pars à Gebs ou je pars au Kef pour planter à Tabarka et vice-versa. On échange énormément, mais il y a le bon côté des choses sur lesquelles on va parler par la suite. Il y a le Covid. Qu'est-ce que s'est passé dans la filière bio? On a fait beaucoup de réunions avec notre syndicat et je ne vous raconte pas l'impact du Covid sur l'export d'huile d'olive et des dattes. Surtout ceux qui sont dans ces filières. Il y a eu un arrêt presque, pas total, mais un certain pourcentage de l'export. Donc, automatiquement, il y a un impact sur la perte de l'emploi dans certaines entreprises où il y a des gens qualifiés pour travailler la transformation de la matière première. Il y a réduction du chiffre d'affaires, c'est automatique pour des entreprises. Absence de quelques matières premières à des intrants. Par exemple, il y a une communauté qui est super, c'est-à-dire on doit être très fier en Tunisie parce que ceux qui échangent les semences, souvent il y a des groupes, que ce soit sur Facebook ou qui se rencontrent de temps à autre, et qui échangent les semences gratuitement, parce que l'objectif, c'est de vraiment développer nos semences paysannes et ancestrales et biologiques, afin que ce soit certifié, de les valoriser scientifiquement, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Agriculture, et afin de développer des produits de qualité. Donc, il y a eu réduction aussi de la capacité de déplacement des ingénieurs et experts sur les champs de culture. C'est pour cela qu'ils se retrouvent, certains agriculteurs un petit peu, c'est vrai qu'ils ont accès à leur champ, à leur culture, à leur industrie peut-être pour transformer, qui peuvent être artisanes ou semi-industrielles modernes. Mais les experts, ils étaient obligés, c'est-à-dire surtout lorsqu'ils sont étrangers, ils font partie des organismes accréditeurs, des organismes certificateurs biologiques. Donc, ils étaient obligés de rester sur le Grand Tunis ou chez eux, parfois à l'étranger. Et même si c'est en télétravail, on connaît l'agriculteur tunisien, il est limité. C'est-à-dire, si c'est une entreprise avec des ingénieurs, etc., c'est parfait, mais parfois, un Messal ou etc., qui a 2-3 hectares, il fait quelque chose de bien, qui est biologique. Vraiment, on n'a pas ni le temps, ni les capacités de travailler en télétravail, etc., pour contacter les experts. Mais il n'y a pas que des choses négatives qui sont rouges. Il y a des choses vraiment qui sont positives parce que c'est une prise de conscience générale sur la filière bio. Donc, il y a le développement du marché bio local. Les gens, c'était une vague. Ça a commencé depuis une dizaine d'années en Europe. C'est la vague de retour aux sources.
Par exemple, les Français, un tiers des Français cherchent vraiment des produits biologiques. Ils ont compris les limites de tout ce qui est chimique, de l'industrie chimique, et quel impact, que ce soit à court ou à long terme, sur la santé animale et humaine. Développement de la superficie du nombre des producteurs bio. Mais vraiment, sous la casquette de directeur d'un incubateur, moi j'étais étonné parce que les avocats, les médecins, des ingénieurs informatiques sont venus nous voir pour nous parler de leur envie de faire de l'agriculture biologique. Parce que c'est vrai qu'il est à Tunis, il a un petit terrain de 2-3 hectares quelque part. Il veut développer des produits selon un marché, mais aussi pour sa consommation propre et pour sa famille, parce que c'est la vague de retour aux sources. Partout dans le monde et en Tunisie, on a remarqué qu'il y a environ 10% de croissance annuelle pour certaines filières bio, comme les plantes médicinales et les ingrédients biologiques. Pourquoi? C'est toujours lié à l'utilisation, à la phytothérapie, l'aromathérapie, qui partout, moi j'ai vu en France, dans les facultés de pharmacie, dans les écoles d'ingénieurs, etc., il y a des formations, c'est ce qu'on appelle les diplômes universitaires, de phytothérapie, d'aromathérapie, on parle de compléments alimentaires biologiques, etc. Donc, ça a donné une augmentation de la demande internationale. Et là, parfois, on ne sait pas prendre les bonnes décisions en Tunisie, on ne sait pas arracher le marché à l'international. Vous connaissez très bien la région du Côte d'Azur et la région de Grasse, où il y a des milliers d'hectares de plantes médicinales, lavande, jasmin, etc. Depuis des années, c'est une petite anecdote, il y a une parasite qui a attaqué les lavandes en France, et cette lavande et ces plantes médicinales, comme vous le savez, partent pour les secteurs de cosmétiques de haut de gamme. On parle de Dior, de Chanel, de Guerlain, etc. Donc, la qualité de ces essences qui viennent de ces plantes a baissé, et la quantité aussi d'une année à une autre. Donc, ils ont décidé de chercher un nouveau terrain, un nouveau partenaire, afin de développer ces milliers d'hectares. Donc, ils se sont orientés vers la Tunisie en premier lieu, parce qu'ils connaissent très bien qu'on a la plus grande superficie en bio, etc. C'est des produits de qualité et ça se développe un petit peu partout, de Kérouan, Sfax, Sousse, Châte-Mariam, on monte vers Cap-Bon. Le nord-ouest, c'est une mine d'or en plantes médicinales, cultivées et au niveau des forêts. Mais on ne sait pas prendre la vague en Tunisie. Donc, on a pris énormément de temps dans les négociations parce que faut que les gens prennent des décisions, la bureaucratie, etc. Et hop, le Maroc, il saute 3000 hectares de lavande au Maroc. On perd un grand marché, mais ce n'est qu'un petit leçon de lorsqu'il y a une crise, que ce soit sanitaire ou biologique ou autre, il faut sauter. Il y a des opportunités, il faut sauter sur ces opportunités. Mais c'est pas fini parce qu'aujourd'hui, ça se développe énormément, le volet biologique. Donc, il y a aussi l'enrichissement et diversification des produits bio. Les gens, au lieu de produire uniquement la matière première afin de l'exporter ou de la vendre dans le marché local tunisien, de plus en plus parce qu'il y a des diplômés, des cadres qui sont intéressés par cette filière. Donc, ils ont commencé à faire des produits, à transformer. Lorsqu'on parle transformation, il y a la transformation première ou primaire et secondaire vers des coproduits, etc. Développement des circuits courts entre producteurs, consommateurs, fournisseurs, et surtout, il y a minimum une dizaine de livraisons, de plateformes de livraison qui fait à ce qu'il y a moins d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Et c'est quelque chose de très bien, ça facilite et ça aide à la fois le consommateur et le producteur dans cette phase de crise. Il y a plus de transformation de cette matière première. Lorsqu'on parle de transformation, on parle dans les secteurs agroalimentaires, produits de terroir, les compléments alimentaires, cosmétiques, etc.
Donc tout ça, sachant que parfois dans la filière d'agriculture d'une manière générale, dans des régions, on a une pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée pour l'agriculture biologique. Et d'une manière générale, nos jeunes, parfois, ne cherchent pas trop à travailler dans l'agriculture. Alors, par exemple, dans l'entreprise que je gère, on est obligé de sacrifier des mois et des mois pour former les gens dans l'agriculture biologique, la lutte biologique, qu'est-ce que c'est cette filière, c'est quoi les retombées, et on donne même les bonnes pratiques et les normes afin de les utiliser même chez eux, dans les potagers. C'est vrai qu'ils ne sont pas certifiés bio, mais au moins sont capables de travailler quelque chose de l'agriculture avec des bonnes pratiques, au moins pour leur propre santé. Et par la suite, donc, le marché, ça s'est développé. Il y a énormément de magasins, ça pousse comme des champignons sur le Grand Tunis, Nabeul, Beja, Sousse, Sfax, biologique, et ça se développe de plus en plus. Dans l'agriculture, c'est pas vraiment comme les autres secteurs. Donc la majorité du travail, lorsqu'on parle d'agriculture pure et dure, ça se travaille dans les champs. Donc on a respecté les bonnes pratiques, les consignes sanitaires. On offre les masques, on offre le gel, on offre, de toute façon, naturellement, ils sont séparés, les ouvriers, etc., parce qu'on travaille sur des champs en plein air. Et aussi, lorsqu'il y a le volet industriel, lorsqu'il y a des industries, lorsqu'il y a des bâtiments, il y a un respect total de ces consignes sanitaires. Donc, c'est vrai que la crise a son impact, perte de quelques chiffres d'affaires, des chiffres d'affaires qui sont énormes, surtout pour l'huile d'olive et les dattes, mais aussi il y a un volet positif sur le développement d'un marché local, le développement avec un bon pourcentage pour l'export de certains produits qui deviennent en vogue. Et ça ne fait que améliorer l'image de la Tunisie à l'étranger. Et ils savent qu'on donne un produit de qualité parce qu'on est certifié. Il y a des entreprises qui sont accréditées ISO 22000, ISO 9001, etc. pour les bonnes normes européennes. Et ça ne fait que travailler cette image du produit tunisien de qualité de plus en plus. Et comme vous le savez, dernièrement, même la marque Guerlain, elle est venue même, ça fait quelques mois en Tunisie, pour chercher un bon produit, le Néroli, pour le faire intégrer dans ses parfums. Merci beaucoup pour l'écoute et pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation. Et vraiment, merci pour toutes ces ondes positives, parce que moi, je me suis toujours… le secteur de l'agriculture m'a toujours intéressée, m'a toujours interpellée. Et puis, savoir qu'on fait des choses franchement aussi belles, ça m'a vraiment, quelque part… vraiment, c'était beaucoup d'ondes positives. Je me suis dit, tiens, c'est pas un secteur que… l'agriculture biologique, franchement, déjà qu'il y a plein de problèmes avec l'agriculture tout court, alors que dire avec ce type en fait d'agriculture. Donc, personnellement, moi, j'ai pas mal de questions à vous poser, mais je vais tout de suite, sans plus tarder, céder la parole à Khaled Lazrab. Comme ça, au terme de sa présentation, on pourra vous poser les questions qu'on souhaiterait. Voilà. Merci. Donc, si Khaled, je vous cède la parole là. D'accord. Bonjour à tous. Je me présente. Khaled Lazrab. Je suis le directeur général de l'entreprise Alternative Events Management. L'entreprise que je gère est en fait un DMC, ce qu'on appelle Destination Management Company. C'est une agence spécialisée dans l'événementiel et le tourisme d'affaires alternatif haut de gamme en Tunisie. Donc, l'événementiel et le tourisme d'affaires, mais
fait d'une manière alternative avec tout ce que ce mot veut dire en termes de respect de l'écologie et de la nature et de faire les choses autrement. Nous organisons en fait des événements et des séjours sur mesure pour les groupes de tout genre, les groupes d'individus. Donc, c'est des gens regroupés, c'est des groupes d'individus, des groupes étrangers et tunisiens. Et ces événements-là sont organisés sur tout le territoire tunisien en privilégiant les endroits, bien entendu, avec des paysages naturels exceptionnels, comme la région du Sud, dans ses déserts de dunes ou d'ergues ou de montagnes, que les régions aussi du Nord ou du Sahel, qui sont absolument magnifiques. De même, donc on fait ça aussi pour les individuels, c'est-à-dire des individus, pas des groupes, ou des individuels regroupés, c'est-à-dire des individus qui ne se connaissent pas et qu'on regroupe ensemble pour ce genre d'événement. Donc, nous sommes en fait spécialistes pour offrir des produits qui combinent des activités, de la découverte, de la culture, avec des hébergements en maison d'hôtes ou des hôtels de charme, qui sont des petits hôtels, des petites unités hôtelières, ou des hébergements aussi en forêt, dans des tentes, ou en montagne, en bord de mer, dans le désert. Donc, c'est des activités de la découverte et des hébergements alternatifs. Aussi, nous faisons aussi, nous rendons, enfin, nous donnons des prestations pour les entreprises quand il s'agit de tourisme d'affaires ou d'incentives. C'est-à-dire, nos clients aussi, ce sont essentiellement des entreprises qui ont recours à nous pour le volet incentive, c'est-à-dire motivation de leurs ressources humaines, en les récompensant avec des séjours agréables qui combinent activité, team building et aussi plaisir, découverte, repas, fêtes, tout ce qui est de nature à les récompenser pour leur travail durant l'année ou pour une mission déterminée. Alors, nous, on a fait ça depuis 2001. Depuis 2001. Depuis 2001 jusqu'à 2013 à peu près, juste après la Révolution. Donc, de 2001 jusqu'à 2013, cette activité-là, ou ce volet-là pour les entreprises tunisiennes, n'était pas très, très courant en Tunisie. À un point que nous n'avions, à cette époque-là, aucun client tunisien, aucune entreprise tunisienne, zéro, qui faisait de l'incentive ou du tourisme d'affaires de ce genre-là en Tunisie. Nos clients étaient à 100% étrangers. Donc, c'était une clientèle étrangère. Donc, nous avions toutes les grandes enseignes, grandes marques et grandes firmes étrangères qui venaient en Tunisie pour faire de l'incentive, pour faire leur événement et pour faire leur séjour de récompense pour leurs employés en Tunisie. Et c'était quelque chose de courant et de fréquent. On faisait ça régulièrement en Tunisie, en fait, parce que les entreprises étrangères, dans leur budget annuel, consacraient un budget pour ce genre d'événement.
Après la Révolution, donc, évidemment, cette activité-là s'est arrêtée complètement. Et les entreprises tunisiennes ont commencé à s'intéresser à ce genre d'incentive, à ce genre de motivation, à ce genre de communication par l'événementiel pour leur entreprise. Et on a commencé à avoir de la clientèle tunisienne, des grandes entreprises tunisiennes jusqu'à avant le Covid, bien entendu, en 2020. Nous avions la grande majorité des entreprises tunisiennes consacrer un budget annuel pour leurs employés, en partie soit dans les départements ressources humaines, soit dans les parties communication et marketing. Donc, ce sont les deux départements qui géraient ce genre d'activité pour leur entreprise, parce que ça touchait la communication, l'image de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe, et ça motivait, ça participe à la motivation des ressources humaines quand on leur offrait ce genre de séjour à l'extérieur et en pleine nature. Je vais, par la même occasion, vous essayer de partager quelques images, quelques photos pour vous donner un peu une idée sur ce genre d'événement. Qu'est-ce que ça veut bien dire exactement? Alors, je vais essayer de partager. Alors, voilà. Hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez des images. Est-ce que vous voyez? Oui, 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 c'est bon. Voilà. Alors, donc, je dois agrandir. Voilà, peut-être en mode diapo si c'est possible. Mode diapo. Voilà. Voilà. C'est bon comme ça? Est-ce que c'est clair? On n'a pas encore le. En tout cas. C'est clair, oui, c'est bon. C'est clair. Mode lecture. Alors, Et non diapo. Mode lecture. Juste avant le diapo. J'ai pas le mode diapo en fait. C'est clair, mais j'ai pas le mode diapo. Mode de lecture et non mode diaporama. Juste avant. Exactement. Ça, c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon? Je garde comme ça? Michel, je gardais comme ça, c'est pas grave. Ben, bon, je ne sais pas si… on n'est pas en mode diapo, mais c'est pas grave, on voit quand même. Ben, alors, c'est ce genre d'événement. Vous voyez par exemple cette image-là. Il y a par exemple là au milieu, c'est un déjeuner sur le lac, le Chott Jrid. Hein, c'est un déjeuner sur le Chott Jrid. En bas à gauche, c'est un déjeuner à Djerba sur la plage. En haut, en dessus, c'est un déjeuner à Hawaria, aussi sur la plage. En bas, là, ici, vous avez une soirée en plein désert. Ici, vous avez un déjeuner dans une palmeraie à 2 heures. Ici aussi. Vous voyez? Donc, on passe aussi, là, par exemple, vous avez aussi des déjeuners, des dîners, des pique-niques. Là aussi, un pique-nique. Ce sont tous des déjeuners, au lieu que ce soit dans des endroits fermés, dans des restaurants, ça se passe à l'extérieur, en plein air. Là aussi, c'est des regroupements en plein air. En plein air. Vous voyez, donc c'est des choses qui se passent toujours en plein air avec une distanciation maximale et vraiment pas de confinement, pas d'endroits fermés. Ça, c'est pour les déjeuners, par exemple. On peut passer à autre chose. Ça, par exemple, c'est des cocktails et des pauses café. Vous voyez aussi? Non, bon, là, non. Alors, tac. Peut-être qu'il faut que je repartage. Et le partage, et je repartage.
Voilà. Hop. Là, ça doit être bon. Oui, c'est bon. Là. Voilà. Là, c'est une pause café, par exemple, qui est faite pied dans l'eau en pleine mer. Donc, c'était dans une à Djerba, c'est en mer sur une plage. Donc, ce n'est pas une pause café classique. Là, c'est un cocktail qui est fait sur les dunes, en plein air. Là, on est passé dans une entreprise et on a fait un cocktail dans un terrain de foot de l'entreprise pour ses ressources humaines. Là aussi, c'est des choses qui se passent. Là, c'est dans une montagne. Là, c'est dans une maison d'hôte. Là, c'est dans une maison d'hôte, etc., etc. On peut même faire des séminaires avec des projections en plein désert. Donc là, c'est en plein désert. Là, c'est un séminaire également avec une projection écran en plein désert. Là aussi, c'est un grand. Il y a un problème là? Oui, on l'entend. Oui, ça, oui, Ok. ça a coupé. Ça a été coupé. Hein. Il est là. Ah, ça y est. On vous a perdu. C'est bon On vous a perdu pendant une petite minute. C'est bon? Si Khaled. Oui, maintenant c'est bon. D'accord. Là, donc, je disais que c'est un séminaire avec le chef d'entreprise qui donne une conférence à ses employés et la conférence se passe dans une crique déserte au Gabon, sur une plage, avec des micros, avec une projection. Là, c'est au décor de Tozeur, de Star Wars à Tozeur. Donc, on a installé les chaises, l'écran, etc., etc. Donc, je peux comme ça faire défiler énormément de produits hein, qui sont tous alternatifs. Là, par exemple, aussi, c'est une autre conférence, vous voyez, avec l'écran, avec une mise en place par terre, mais toujours en plein air, avec de la distanciation et tout le reste. Bon, je vais stopper ici parce qu'il y en a plein comme ça. Alors, la problématique, moi, que je pose, aujourd'hui, elle est la suivante. Depuis, donc, on va dire, depuis que j'ai commencé cette activité, je vais exclure les conditions particulières de notre pays, de la révolution ou bien des activités un peu terroristes qu'a connu le pays qui ont un peu stoppé l'activité. Je vais les mettre entre parenthèses. On va parler de Covid uniquement. Jusqu'à 2020, donc, on a dit que les entreprises tunisiennes consacraient un budget et se sont alignées pratiquement sur les entreprises étrangères et donc croyaient énormément dans l'activité incentive des ressources humaines ou le RSE, donc tout ce qui est tourisme responsable pour une activité de RSE des entreprises. Et nous, on accompagnait les entreprises dans cette activité-là. Depuis le Covid, avec bien entendu cette résilience dont vous parlez, les entreprises se sont mises à, bien entendu, travailler à distance. Les regroupements, tout ce qui est regroupement d'individus dans les entreprises a été défavorisé, a été voire interdit. Donc, les gens travaillent depuis chez eux et tout regroupement ou tout événement, que ce soit les règlements nationaux donc, qui interdisent les regroupements ou l'entreprise elle-même s'interdisait de regrouper ces entreprises de peur de la contamination. Du coup, nous, pour les entreprises de tourisme en général et pour ceux qui font de l'événementiel en particulier, on a assisté à une chute énorme d'activité qui peut atteindre les 80% de perte de chiffre d'affaires et d'activité. Au point, on a tous pensé à nous reconvertir comme on peut, à diversifier d'autres activités. Moi, personnellement,
j'ai créé une activité, j'ai investi dans l'activité vélo, donc on fait des sorties à vélo pour les groupes. Et notre activité a vraiment baissé, a chuté complètement. Alors la problématique, moi je me dis, cette activité en fait est de nature à garder cette activité incentive de l'entreprise, cette activité motivation du personnel, notre activité, c'est-à-dire quand c'est alternatif, quand c'est en plein air. Donc on garde le côté team building et motivation pour le personnel, tout en respectant les consignes de protection anti-Covid. Et pourtant, l'activité n'a pas repris du tout, elle n'a pas redémarré. Donc, les entreprises restent cloisonnées, travaillent à distance et continuent à le faire, malgré que cette activité-là n'a pas de danger, à mon avis, elle n'a pas de danger particulier sur la contamination avec le virus et en même temps favorise et garde le volet. Justement, moi j'avais envie de poser une question à Madame tout à l'heure, l'intervention pour les ressources. Madame voilà, Bouzedi. Voilà, Bouzedi, qui nous a parlé des mesures de protection à la BIAT, d'accord? Et c'est ce que font toutes les grandes entreprises, et c'est évident, pratiquement, c'est presque évident pour toutes les grandes entreprises. Mais qu'est-ce que ces grandes entreprises font aussi dans les autres volets de gestion des ressources humaines qui étaient courantes avant le Covid, et particulièrement pour l'incentive, pour la motivation de leur personnel, pour leur sortie entreprise, pour leur événement entreprise, l'événementiel de l'entreprise, qui est vraiment une arme de communication externe et interne pour l'entreprise. Et face à la concurrence, face à la concurrence, c'est-à-dire la mobilité du personnel qui part dans d'autres entreprises, que font ces grandes entreprises dans le volet gestion ressources humaines pour motiver leur personnel à rester dans leur boîte malgré le Covid? Que font-ils? Donc, c'est ça la question. Nous, ce qu'on remarque, c'est que les entreprises aujourd'hui, pratiquement toutes, ont mis de côté l'activité incentive et motivation du personnel, c'est-à-dire côté événementiel et sortie tourisme d'affaires, et donc n'utilisent plus de budget, et d'où cette grande baisse d'activité. Malgré que, je le dis encore, d'après moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me corriger, cette activité-là ne présente pas de danger pour le personnel de l'entreprise parce qu'elle se passe en respectant tous les protocoles de distanciation et c'est toujours en plein air avec toutes les mesures de protection. Donc, c'est ça la problématique moi, que je pose. Et face justement au virus qui a vraiment un impact sur nous en tant que professionnels, mais aussi la question que je me pose personnellement et qui est à poser, la problématique que les entreprises, est-ce qu'ils ont décidé vraiment est-ce qu'ils ont trouvé un autre terrain plus favorable pour eux de garder les entreprises? Il y a même des team building aujourd'hui qui se font en ligne. C'est-à-dire des activités team building, des activités qui mettent les groupes d'entreprises ensemble, soit pour se familiariser ou se connaître, mais qui se font en ligne. Donc, les entreprises n'osent plus mettre leur personnel en groupe, en contact direct, de peur du Covid, ce que je comprends. Par contre, il y a une alternative
qui est le tourisme alternatif, justement. L'alternative, c'est de continuer à faire des activités en plein air, en plein soleil, avec de la distanciation, qui respecte tous les protocoles, mais qui garde une gestion de ressources humaines à dimension humaine et avec toutes les valeurs de regroupement des forces de travail des entreprises en contact et pas uniquement en ligne. Bon, j'espère avoir été clair. Merci beaucoup. Merci infiniment, Silazre, pour votre intervention. Merci de nous avoir fait découvrir, franchement, ce tourisme alternatif. Alors, sans plus tarder, donc, ce que je vais faire, c'est avant de céder, donc, de passer la parole donc à l'assistance, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même poser quelques questions à nos trois intervenants. Donc, je vais d'abord commencer par la question qui a été posée par Silazre à Madame Bouzeidi. Donc, si vous voulez bien prendre note. Donc, si Lazre vous demande, il vous a posé la question suivante, il vous a dit, en fait, que font les grandes entreprises pour motiver leur personnel justement en temps de Covid? Donc ça, c'était la question que Sir Khaled vous a posée et éventuellement, il aimerait avoir des réponses à sa question. Alors, moi aussi, j'ai une question à vous poser, Madame Bouzeidi. Vous avez parlé du rôle de la médecine de travail. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est santé au travail, etc. Donc, vous avez parlé de désinfection des locaux, de la prise en charge du Covid, etc. Est-ce que vous avez pensé à la santé mentale des individus? On a vu aujourd'hui, pour se connecter, etc., c'était assez compliqué. Certains d'entre nous ont beaucoup de difficultés avec ces technologies, ces nouvelles technologies, notamment les seniors. Donc, voilà pour ma question, en ce qui concerne ma question pour Madame Bouzeidi. Alors, Sisley, là encore, j'aurais une petite question, quelques petites questions à vous poser. Est-ce que généralement les agriculteurs qui se lancent dans l'agriculture biologique, est-ce que généralement ce sont des personnes qui se reconvertissent ou bien est-ce que dès le départ ils s'orientent vers l'agriculture biologique? Pourquoi est-ce que je vous pose la question? Parce que je suppose que avant d'être certifié, il va y avoir une phase de reconversion. Et c'est en fait cette phase qui m'intéresse. J'aimerais également savoir, si c'est possible, quelles sont les motivations généralement des agriculteurs qui souhaitent passer en bio, parce que on sait que franchement, les agriculteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Que dire alors en fait, agriculture, que dire de l'agriculture biologique et éventuellement les problèmes qui ont tendance à entraver le développement de ce secteur. Deux mots, si c'est possible, sur notre position, la position de la Tunisie à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on est bien positionné? Est-ce qu'on peut éventuellement être bien positionné, etc. Et enfin, si Lazre, si c'est possible, alors on sait que durant de nombreuses années, la Tunisie, vraiment, elle avait misé sur le tourisme de masse. Et là, vous nous présentez ce tourisme alternatif qui, certes, présente de nombreux avantages, mais j'ai comme l'impression que les Tunisiens, le Tunisien a tendance un petit peu à résister peut-être à ce tourisme. Peut-être que justement, suite au Covid, le Tunisien, c'est davantage ce tourisme alternatif-là, davantage intéressé, interpellé, etc. Mais j'ai l'impression que comment faire pour bousculer en fait les habitudes des Tunisiens. Et je pense que franchement, le coût
des séjours, en fait, et pour quelque chose par rapport à cette résistance. Donc, voilà un petit peu, je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, si parmi l'assistance, il y aurait éventuellement d'autres questions, donc on vous écoute. Bonjour, madame, je peux prendre la parole? Oui, Aziz, bien sûr, vas-y. Bonjour à tous. Du coup, je remercie nos trois intervenants, Madame Haifa Bouzeidi, Monsieur Sheikh Sleim et Monsieur Khaled Lazra pour vos interventions et vos témoignages. En fait, ma question est pour Madame Haifa Bouzeidi et je voulais savoir, est-ce que vous avez constaté durant une augmentation, durant cette crise du Covid-19, une augmentation, une amélioration du niveau de la performance de vos employés ou de leur bien-être? Et si oui, est-ce que cela a impacté leur vie professionnelle privée des employés, je veux dire, sans bien sûr tomber dans le workaholisme. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a des employés aujourd'hui, lorsqu'ils se retrouvent avec les PC de l'entreprise, tout connecté avec Internet, ils ne peuvent pas s'empêcher d'envoyer des mails après minuit ou de travailler après les heures du travail. Et une autre question, est-ce que Madame Haifa Bouzeidi, vous avez ou vous pensez mettre en œuvre des stress tests? Pour ceux qui ne savent pas que c'est quoi des stress tests, sont des tests de résistance en fait. C'est un exercice consistant à simuler des conditions économiques et financières extrêmes mais plausibles afin d'en étudier les conséquences sur les banques et de mesurer leur capacité de résistance à de telles situations. Bien sûr, ces chocs peuvent être de nature économique, géopolitique ou réglementaire, bien sûr. Et bien sûr, ces stress tests peuvent effectuer par le département data, plus précisément par les profils data analyst, data engineer ou des statisticiens. Et bien sûr, cela peut permettre à la banque dans le futur de savoir et de gérer leur crise future. Ou voilà, c'est. Merci Aziz pour ta question, enfin de rien. tes questions. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait, est-ce que quelqu'un parmi l'assistance aurait une question à poser à l'un de nos trois intervenants? Oui, est-ce que c'est possible Oui, bonjour tout le monde. Donc, j'aurais juste deux questions pour les intervenants. Donc, d'abord, je les remercie pour leurs interventions qui sont très intéressantes. Alors, tout d'abord, pour Madame Bouzeidi, je voudrais une petite question. Donc, vous parlez, si j'ai bien compris, d'une certaine dilution du pouvoir dans votre entreprise. Donc, je voudrais savoir est-ce qu'elle a été accompagnée par une restructuration ou non. Donc, est-ce qu'il y a eu une restructuration? Est-ce qu'il y a eu une réétude des emplois? C'est-à-dire, est-ce que les fiches d'emploi ont été retravaillées dans ce sens-là? Donc, puisque j'enseigne la théorie des organisations, ça m'intéresse énormément. Donc, de savoir si oui ou non, la dilution forcée du pouvoir suite à la crise Covid a été accompagnée par une restructuration de l'entreprise. Donc, ça, c'est la première question. Et une question pour Khaled. Donc, j'encadre une étudiante, je suis management, mais j'encadre une étudiante en marketing touristique. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous collaborez avec des influenceurs? Parce que vous savez qu'ils jouent un rôle prépondérant actuellement sur le marché du tourisme au niveau national et international, qu'on le veuille ou non. Hein. Ça, si on est d'accord sur leur rôle, ça, c'est autre chose. Donc, est-ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez des collaborations avec les influenceurs et est-ce qu'ils ont joué un rôle dans la résilience, c'est-à-dire dans l'adaptation de votre activité, de votre entreprise en situation de Covid? Merci beaucoup. Merci Feriel. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, Jihen. Tiens, c'est bon, on a la main là. Oui. Super, allez, vas-y, Jihen. En fait, je m'adresse au responsable RH, Madame Bouzeidi. En fait, je sais que l'équipe en interne et surtout l'équipe RH en première ligne sont en coordination et en communication avec l'équipe interne et avec le personnel. En fait, ici, je voulais savoir si il y a de résistance ou de difficultés ou de résistance en fait par rapport au personnel en temps de crise. Merci, Jihen.
Et excusez-moi, j'ai pas très bien compris votre question, Madame Vienne. En fait, est-ce qu'il y a une résistance ou de difficultés en temps de crise avec vos personnels? Une résistance par rapport à quoi, Jihen? Si tu peux être un peu plus explicite. En fait, elle a dit qu'il y a de bonnes relations avec l'équipe interne. Ils ont renforcé les liens suite à cette crise. Donc, ici, je me demande s'il y avait des obstacles avec vos personnels, votre personnel, en termes de résistance au changement. D'accord. Est-ce que c'est clair, Madame Bouzaidi? Est-ce que c'est plus clair? Normalement. C'est par rapport à la com interne, hein. La com interne entre les collaborateurs de la BIAT et l'équipe RH, c'est ça. Exactement. Et comment vous renforcer en fait la motivation et entretenir cette motivation en votre personnel? D'accord, ok, c'est clair. Merci. Vous devez collaborer avec Mounet, tu as levé la main apparemment. Oui, bonjour tout le monde. Je remercie les intervenants pour leur précieuses informations et contributions, surtout que là, nous avons trois secteurs qui sont variés et qui sont, je pense, touchés différemment par la crise. Donc, je voudrais d'abord poser la question à M. Sheikh Slaimi concernant l'agriculture bio. Est-ce que vous pensez que l'impact de la crise sanitaire était plutôt positif sur le secteur, parce que il y a, comme vous l'avez vraiment relevé, il y a une valorisation des nouveaux produits. Il y a même beaucoup d'éléments qui sont utilisés même pour comme médicament, si on peut dire, ou contre la COVID en elle-même. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une crise qui constitue une opportunité pour développer vraiment ce secteur biologique en Tunisie et qu'il faut en profiter pleinement? Et est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont faites dans ce sens pour qu'on puisse prendre pleinement les avantages qui nous sont offerts? De l'autre côté, je pense que contrairement à ce secteur-là de l'agriculture bio, il y a l'événementiel qui a pris un coup assez dur avec cette crise et le tourisme d'une manière générale. Et donc, mais je pense, c'est plus une remarque ou peut-être je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous ne pensez pas que après la crise, une fois sorti de la crise, ce secteur va avoir un regain d'importance parce que les gens auront cette conscience que c'est important de motiver leur personnel, de se motiver soi-même aussi, parce que nous aussi, on sent qu'on est un peu cloîtré et qu'on a envie de se changer les idées, et que peut-être il va y avoir un rebond après, même si là, on vit une période assez difficile, espérant qu'elle ne va pas durer. Voilà. Merci, Mounet. Merci. Imen, est-ce que tu es là, Imen? Imen? Elle n'est pas là. Amira, je voulais lui demander… je suis là, sauf que je commence à gérer l'autre atelier, donc je dois… Okay. Est-ce qu'il y a moyen juste d'avoir 10 minutes de plus pour avoir les réponses de nos intervenants? Écoute, c'est pas de ma faute, moi. Les interventions, elles étaient géniales. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait plein de questions. Oui, mais je demande à Zour, s'il te plaît, Sanda, de vous connecter de l'autre côté. Voilà, ok. Merci, Imen. Donc, voilà, je cède là la parole. On a 10 minutes de plus. Donc, malheureusement, on ne pourra pas prendre d'autres questions. Mais là, ça serait bien qu'on entende les réponses de nos 3 intervenants. Donc, voilà, je ne sais pas qui c'est qui voudrait commencer. Je suis preneur. J'ai pas mal de questions. Allez-y, merci beaucoup. Allez. Donc, alors, concernant votre première question, est-ce que les agriculteurs dans le bio se reconvertissent plutôt ce qu'on appelle conventionnel
vers le bio. Attention, il y a énormément de malentendus en Tunisie. On parle de sans résidus, on parle de naturel, on parle de conventionnel, on parle de biologique. Tout ça, c'est faux. Il y a deux choses. Il y a le bio avec certificat. Il y a le conventionnel, ce qui existe dans le marché d'une manière générale. Lorsque vous voyez sans résidus, c'est faux. Lorsque vous voyez naturel, c'est faux. Ça n'existe pas. Parce qu'il faut être certifié pour parler du bio. Le naturel, il n'y a pas de certificat de naturel. On ne va pas aller chercher les arbres pour dire est-ce que vos fruits sont naturels. C'est certifié selon des analyses. Il y a aussi la permaculture ce n'est pas du bio, mais c'est aussi une activité qui a un groupe qui s'intéresse à cette agriculture particulière qui, je pense, a son identité aussi. Absolument, je suis très bien d'accord sur la permaculture qui c'est un volet qui se développe de plus en plus, mais là, c'est pas productif. Pourquoi? Parce que la permaculture, c'est de planter des plantes, les laisser comme ça, sans travailler la terre, vraiment un mélange de plantes et de variétés dans des parcelles. Ça peut être dans le potager, dans le jardin, mais imaginez 3 hectares, comment on va les travailler? 30 000 mètres carrés ou 10 hectares où il y a une vingtaine de plantes, on ne sait pas telle plante, parce que les plantes, elles ont des cycles différents. Il y a la plantation, le désherbage, la fertilisation, la récolte, c'est pas du tout pratique et c'est pas rentable en fait. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre, mais oui, dans le côté potager, jardin, c'est extraordinaire la permaculture parce qu'on laisse la nature faire des choses, tout simplement. Donc, Madame Lamia, pour votre question, la majorité des producteurs, en fait, se reconvertissent du conventionnel. Ils étaient en train de faire des céréales, des arbres, etc., fruitiers, des légumineuses ou autres, et ils ont décidé de faire du bio. Donc, la majorité se reconvertissent parce que cette reconversion aussi, ça prend du temps. Ça prend 3 ans parce qu'on fait des analyses sur votre terrain, analyse de l'eau, du sol et des plantes. Et ça ne se fait pas en Tunisie, il ne faut pas le dire parce qu'on n'a pas beaucoup confiance au laboratoire. Et ça se fait à Rome ou en Allemagne. Parce que le marché, in fine, parce que tout simplement, il y a un monopole. Je ne suis pas très politiquement correct ici, mais ce n'est pas grave, c'est la vérité des choses. C'est pas grave, allez-y, c'est une enceinte universitaire, donc on dit. Voilà, les organismes certificateurs ne sont pas tunisiens. Ils sont italiens, allemands et français. Bref, je passe rapidement, j'ai rien dit. On est beau et on est magnifique. Donc après, la phase reconversion, ça prend 3 ans au grand max, mais ça peut être donné après 2 ans. Mais la plupart des agriculteurs, ils passent du conventionnel vers le bio, mais il y a ceux qui ont des terrains jachères ou des domaines jachères, ils peuvent automatiquement. Moi, j'ai eu le certificat après 6 mois parce que ça fait 15 ans que le terrain n'était pas travaillé. Voilà, donc c'est automatique. Il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de chimie, il n'y a rien. Donc voilà. Et ça fait le lien avec la deuxième question, les motivations de passage vers le bio. Alors aujourd'hui, pour lier l'utile à l'agréable, aujourd'hui, la motivation en premier lieu, c'est financière. Bah, comme vous le savez, le prix du bio n'est pas le même du conventionnel et ça se vend dans des endroits spécifiques. Donc, minimum, il y a 30 à 40% de plus dans les prix du bio. Et ça a donné, c'est un argument qui encourage les agriculteurs, les transformateurs pour passer du bio. Et à la fois, le bio en Tunisie, majoritairement, à 80%, 85%, il est destiné à l'export. Donc, est-ce qu'il y a un travail énorme? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément d'associations, de groupements de développement agricole, de SMSA, de coopératives, de clusters d'entreprises qui sont éparpillés en Tunisie, dans chaque secteur, le bois d'olivier, les plantes aromatiques médicinales, le fromage, dérivés du lait, etc., qui travaillent. Et l'objectif, c'est l'export.
Parce que sur le volet tarif, il y a un marché avec des contrats, il y a de la traçabilité pour le producteur, le transformateur, le fournisseur et pour l'État. Donc, tout est avec traçabilité parce qu'après tout, lorsque vous allez vendre 1 kilo de je ne sais pas quoi, vous allez avoir une fiche de transaction qui passe par l'organisme certificateur qui va le passer automatiquement vers l'État. Donc, tout est avec traçabilité. Sur le plan aussi, même lorsqu'on parle les motivations, imaginez, les femmes artisanes du Nord-Ouest, elles sont en train de vendre ces plantes séchées et ces huiles essentielles pour le spa de La Cigale, pour aller voir le secteur touristique. Parce qu'ils ont trouvé, La Cigale, c'est parmi les meilleurs hôtels en Tunisie, sont entrés dans le détail. Donc, ils sont en train de vendre ces produits aussi sur des plateformes comme Jumia, Funashop et Little Jlein à tout le monde en Tunisie. Une femme artisane, rurale, qui ne sait même pas, parfois, je suis désolé, contacter Funashop ou Jumia, parce que c'est en anglais, Jumia, et il y a pas mal de paperasse, de traçabilité, de documents, etc. Mais on les a accompagnés afin de vraiment réussir ce volet. Et sur les plateformes, on voit la différence entre le bio et le conventionnel. Il y a 40% de différence. Ce qui fait que ça motive les gens pour aller vers cette filière. Après, sur l'échelle mondiale, la Tunisie, dans le bio, elle commence ça se développe au niveau quantité, valeur en chiffres financiers et surtout superficie. On est les premiers en Afrique. Bon, ça dépend des années pour l'huile d'olive, deuxième, troisième en quantité. Et surtout, moi, ce qui m'inspire, ce qui me motive pour continuer et parler comme ça, c'est que, à vrai dire, la Tunisie, pour certains produits, que ce soit plantes médicinales, huile, les fruits, etc., on était les fournisseurs en vrac. Et maintenant, ça commence à changer. Maintenant, les gens, ils ont compris qu'il faut valoriser par la transformation selon les normes. Et là, on a des marques qui se vendent un petit peu partout. Ça reste petit, mais ça se développe de plus en plus. Pour la quatrième question de madame, est-il positif l'impact sanitaire sur la filière bio au niveau mécanisme d'opportunité? En fait, moi et l'ensemble des entrepreneurs, souvent, parce qu'ils sont un petit peu fous, ils cherchent à ce que rendre les menaces des opportunités. C'est vrai qu'il y a un impact sur pas mal de secteurs négatifs sur l'employabilité. Il y a de ça. Il y a des gens qui ont perdu des emplois. Il y a des familles qui passent vers la nécessité sociale, etc. Mais l'opportunité, c'est que il y a le marché local qui s'est développé énormément. Ça pousse comme des champignons, les magasins du bio. Et par la suite, il y a ceux qui importent des produits de l'étranger. Ils se sont retournés vers l'agriculteur tunisien biologique, vers le transformateur, l'industriel tunisien, parce qu'après tout, il prépare, il fait un produit de qualité, certifié, à moindre prix, à un prix réduit par rapport à ce qu'on importe de l'étranger. Donc, pour une fois, il y a une prise de conscience du produit tunisien sur le marché local. Et pour finir en beauté, moi j'insiste, tout le monde, même si vos étudiants veulent faire des projets, veulent investir, veulent passer vers l'entrepreneuriat, il ne faut jamais travailler seul. Il faut partager la chaîne de valeur. On est tous redevables à ce beau pays. On est tous des maillons de ce pays. On doit le développer. On doit développer cette image et surtout partager la chaîne de valeur. Elle est importante. On ne peut pas tout faire. On est tous partenaires. Il n'y a jamais de concurrents. La Tunisie, c'est un laboratoire. Merci beaucoup. Merci, Sisleymi. Donc là, je crois qu'on a encore 5 minutes, parce que j'en ai demandé 10. D'accord? Donc j'arrête. Du coup, j'arrête. Voilà. Alors, si Aïcha, Madame Bouzaidi, voilà, si Lazrab.
Je vais commencer parce que bientôt, moi aussi, j'ai une réunion. Donc je vais quitter, Allez-y alors, la santé mentale, déjà, là, parce que mon Dieu, ce stress là. Surtout avec le stress test, par rapport à la question du stress test. Déjà, on vit en période de stress. Du coup, tout d'abord, merci pour cet échange et tout ce contenu très riche de la part des intervenants. Merci pour toutes les questions pertinentes qu'a posées l'ensemble des participants. Merci pour la découverte du tourisme alternatif. Vraiment, c'est un nouveau format très intéressant et qui pourra nous intéresser pour la suite. Mais par rapport aux différentes questions, j'ai commencé par le volet motivation et bien. Mais bon, déjà, pardon? C'est bon, vous avez perdu là, une fraction de seconde, on vous a perdu, mais on vous a récupéré là. Et vous m'entendez là, hein? Ouais. Ok. Donc, par rapport à la première question, je disais du bien-être au travail et de la motivation du personnel. En fait, la BIAT, elle accorde beaucoup d'importance à ce volet-là. C'est vrai que d'habitude, on faisait beaucoup d'événements et de rencontres de team building avec l'ensemble du personnel de la banque. Et depuis une année, les habitudes ont changé, et surtout en 2020. En 2020, avec tout ce qu'on voyait, les images au niveau des médias et tout ce qui se passait au niveau du monde par rapport à la pandémie, on ne savait pas on ne savait pas comment la situation allait progresser en Tunisie. Donc, du coup, on était tous dans les mesures vraiment de préventives et de sécurité absolue. Donc, les événements qu'on avait l'habitude de faire n'ont pas été tenus l'année dernière. Par contre, nous nous sommes adaptés aux différentes phases de l'évolution de la pandémie parce qu'il y a eu quand même des périodes de baisse du nombre de cas en Tunisie. Et par contre, nous avons fait des sorties en petits groupes parce qu'avant, on faisait même des séminaires pour toute la banque et pour un nombre assez important de participants. Ça, on ne l'a pas fait depuis l'année dernière, mais on a ciblé des petits groupes et des petites sorties entre groupes de différentes directions de la banque. Il y a aussi les séminaires commerciaux et les rencontres des commerciaux au niveau des régions et à Tunis. Donc, mais c'est vrai que il n'y a pas eu le même nombre, le nombre de rencontres et de team building, il a beaucoup baissé par rapport aux années dernières. Et par rapport à ça, nous avons les RH, nous avons revu notre feuille de route par rapport au volet bien-être au travail et esprit d'appartenance parce que c'est très lié. Donc, nous avons déjà démarré un projet de revue de ce qu'il faut faire pour maintenir la motivation du personnel et que pour les collaborateurs viennent travailler tout en gardant une motivation et un cadre agréable au travail. Donc, c'est un projet que nous avons démarré depuis un mois. Nous sommes en train d'élaborer la feuille de route ou l'ensemble des actions et le plan d'action par rapport à ce volet parce que là, il n'y a pas eu de démotivation du personnel. C'est juste l'état de stress qui se fait ressentir parce que ça a duré. En fait, la période de la pandémie a duré et ça commence à se faire ressentir par rapport à l'état psychologique de nos employés. Donc, du coup, on est en train de nous adapter à la situation et de préparer le plan d'action cible à mettre en place pour ce qui reste de 2021 et pour la suite. Donc, par rapport au tourisme alternatif, ça pourrait être une idée très intéressante pour la suite.
Voilà. Donc, et ça, c'est en relation avec la deuxième question, qui est la santé psychologique des collaborateurs. En fait, nous avons au niveau du service médical et au niveau des RH, nous avons des dashboards de suivi de plusieurs KPI au niveau des RH et entre autres le volet santé au travail. Et pas que la santé psychologique, c'est par type de maladie ou par type d'indicateur. Et nous avons mis l'accent depuis 6 mois sur le volet psychologique et l'évolution des maladies psychologiques enregistrées au niveau de la BIAT de nos collègues pour voir l'impact de la crise sanitaire par rapport au volet psychologique. Et là, franchement, on était surpris de ne pas enregistrer une évolution des congés de maladie de nos collaborateurs et au contraire, ça a baissé pour le moment. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut, pour maintenir ces chiffres-là, il faut accentuer le premier volet qui est le bien-être au travail afin de maintenir la baisse de la courbe des congés de maladie et des congés psychologiques de l'ensemble des collaborateurs. Et par rapport à ce point-là, nous avons mis déjà depuis le début de la crise une équipe qui est à l'écoute de l'ensemble des collaborateurs et qui les suit. Par exemple, quelqu'un qui est malade chez lui, même s'il a son médecin traitant ou même si il est autonome dans la prise de ses médicaments et son contrôle et tout ça, nous avons mis en place une cellule qui écoutait les gens, qui les appelait, qui allait vers nos collaborateurs et nos collègues pour voir leur état psychologique, afin pour suivre quelqu'un qui est malade et qui a 10 jours de nombre d'absences pour le motif Covid, c'est en moyenne 3 à 4 fois de coups de fil par personne. Et puis, dès son retour, nous suivons même l'état psychologique post-reprise. Donc, les médecins de travail appelés, la cellule d'écoute les appelait et lors de la reprise de toutes les personnes positives, il y a un suivi de près de ces cas-là pour voir déjà, même en dehors de l'aspect psychologique, si le virus, si quelqu'un qui a attrapé le virus a eu d'autres dégâts de santé par rapport à son état de santé. Donc, voilà. Et par rapport à la deuxième question, qui est la santé psychologique. Je ne sais pas si c'est clair ou… Non, c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup. En vous écoutant parler, je me disais, waouh, il y a plein de choses à faire. Bon, mais je crois que je vais passer par Emira là, parce que vraiment c'est très intéressant ce que vous faites. Parce que moi je travaille beaucoup sur la santé, je travaille beaucoup sur le bien-être, etc. Et c'est magnifique de voir que vous vous préoccupiez autant de ces problématiques en fait à la BIAT. Voilà. C'est normal parce que la BIAT, elle est toujours en train de continuer de le faire. C'est qu'on est en train de recruter les meilleurs profils au niveau du marché. Donc, il n'y a pas que le salaire, le côté rémunération qui motive les gens, surtout la nouvelle génération. Donc, le cadre de travail, la motivation, l'accompagnement, le parcours intégration, tout ça, c'est très important, surtout avec les nouvelles générations. Donc, voilà. Mais par rapport à la troisième question, qui est l'augmentation du niveau de la performance de nos collègues, au contraire aussi, pour entre l'année 2020 et l'année 2021 jusqu'au dernier trimestre 2021, parce qu'il y a parce que nous avons des méthodes de suivi de l'activité de la banque et d'outils de suivi de la performance de l'ensemble de nos collaborateurs, nous avons remarqué une augmentation de la performance de l'ensemble des collaborateurs et
nous avons déjà lancé quelques petites enquêtes par rapport à ça et c'est le niveau d'engagement, leur niveau d'engagement et le challenge derrière. Par exemple, l'année dernière, quand on a identifié les personnes critiques et les personnes essentielles et on a dit aux autres de rester chez eux et qu'on va réduire les effectifs et qu'on va fonctionner en mode effectif réduit, tout le monde voulait venir et travailler. Et tout le monde voulait être dans le premier rang de la gestion de la continuité d'activité. Même au niveau des agences, il y a les agences qui fonctionnaient avant à 10 personnes et nous avons réduit les effectifs à 5 ou à 4 personnes pour éviter d'ailleurs même les cas de contagion et tout ça. Tout le monde voulait travailler et tout le monde voulait être là lors de la période même de confinement. Donc, du coup, on était vraiment surpris par rapport à ce point-là. Et d'ailleurs, bon, c'est un des plus grands atouts du personnel de la banque. C'est qu'en gestion de crise, nous sommes tous solidaires. Et d'ailleurs, ça rejoint la question qui, par rapport à la dilution du pouvoir, c'est pas une dilution des pouvoirs qui a été constatée pendant tout au long de cette année. C'est en fait tout le monde sait son périmètre et tout le monde sait là où il faut agir et on était tous solidaires et la main dans la main et on se complétait en fait. Donc, du coup, on n'a pas ressenti, et même les collaborateurs et les plus jeunes n'ont pas ressenti une dilution du pouvoir. Au contraire, ils ont senti une solidarité entre les RH, les managers, les middle management de la banque, la direction et le support de la direction générale de la banque qui a été toujours là et surtout pour les prises de décision rapides. Donc, au contraire, c'était vraiment une concentration de pouvoir afin de maintenir le fonctionnement de la banque, parce que l'activité de la banque, c'est surtout la qualité de service offert aux clients. Donc, il ne faut pas que le client ressente ni la panique, ni un changement au niveau de la qualité des services qui lui sont d'habitude offerts. Donc, du coup, tout le monde a mis la main dans la main et on était tous solidaires pour garder la meilleure image de notre banque en Tunisie. Donc, voilà. Par rapport au stress test, non, franchement, on n'a pas pensé à faire des stress tests. Déjà, tout le monde, il est déjà stressé. Donc, mais là, c'est intéressant. Par contre, je me suis documentée et c'est vrai qu'en temps normal, c'est bien de faire des stress tests, même pour mesurer les indicateurs de stress des collaborateurs. Mais je pense que ça ne peut pas être effectué à tous les emplois, voilà, à tous les postes au niveau de la banque. Hein. Okay. Peut-être cibler une certaine population et faire cette expérience, ça serait intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Madame Bouzeidi. On va céder la parole maintenant à Si Lazrab. D'accord. Comme ça, il va aussi à Hakan. Alors, on a les autres ateliers. Oui. Voilà. Il y a les autres ateliers. Non, je vais être rapide, alors, très rapide. Non, c'est Khaled, prenez votre temps. Les autres ateliers, apparemment, ils ont pris du retard. Donc, ça va, on peut vous écouter, là. Bon, alors, pour votre première question, pour Madame Lamia, donc, vous avez posé la question si il y a une résistance des Tunisiens pour le tourisme alternatif. En fait, il ne s'agit pas de résistance. L'être humain et le Tunisien inclus, donc on a tous un engouement naturel pour tout ce qui est alternatif et tout ce qui est plein air, agréable et découverte. L'être humain est ainsi fait. Donc, il n'y a pas une réelle résistance à ça. Par contre, cette impression qu'on pourrait avoir,
c'est uniquement, elle se traduit uniquement par l'accès au tourisme alternatif demande de l'expertise, demande un peu d'expertise. En réalité, contrairement au tourisme classique, où on trouve des unités hôtelières, on trouve des unités de différents genres qui accueillent les touristes dans leur enceinte en toute sécurité, avec tout le confort imaginable et possible. Le tourisme alternatif, lui, il est différent. C'est pour ça qu'il est alternatif et il demande de l'expertise. Donc, l'accès au tourisme alternatif n'est pas évident. n'est pas évident. Donc, que ce soit pour les grandes entreprises, pour les entreprises, on ne peut pas dire grandes ou petites, pour toutes les entreprises, que pour les groupes ou les individus, pour faire du tourisme alternatif, il faut au moins un expert, c'est-à-dire une agence spécialisée. Et on n'est pas nombreux en Tunisie, on est quelques-unes, vraiment quelques-unes, qui sont spécialisées dans le tourisme alternatif. Sinon, le reste, c'est des agences classiques qui ne sont pas experts en tourisme alternatif. Donc, soit se faire assister par une agence, soit il y a un effort de l'État, du ministère du Tourisme ou de l'entité qui gère, qui veut vulgariser ça et qui met en place des unités, des institutions, des circuits, des choses balisées pour mettre en sécurité et rendre le tourisme alternatif accessible aux Tunisiens. Donc, c'est soit l'une ou l'autre chose. Mais la résistance en elle-même, on ne peut pas dire qu'il y a une résistance des Tunisiens au tourisme alternatif. Sauf que le tourisme classique, il est plus accessible uniquement. Ça, c'est pour la plus accessible, Samahni, c'est Khaled, plus accessible côté coût, hein, côté prix. Hein. Le tourisme classique, je ne parle pas de coût, je parle de structure. D'accord. C'est-à-dire, quand on veut faire du tourisme balnéaire, on va dans un hôtel, sur la plage, on paye, on est dans une chambre et c'est facile à faire. Le tourisme alternatif, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est en pleine nature et c'est totalement différent. Donc, on ne peut pas s'aventurer à faire du tourisme alternatif tout seul. Déjà, on est peu nombreux à offrir ce service-là et le Tunisien ou l'entreprise tunisienne n'a pas accès facilement au tourisme alternatif. Il faut se faire assister par des experts. Pour le coût, si vous pensez au coût, le tourisme alternatif est beaucoup moins cher que le tourisme classique. Beaucoup moins cher. D'accord, je ne pensais pas, je pensais que c'était très coûteux. Alors, ça aussi, c'est une impression parce qu'il y a tout ce qui est tourisme alternatif haut de gamme, c'est-à-dire les maisons d'hôtes vraiment luxueuses et de très haut de gamme. Elles peuvent coûter cher, mais pas plus qu'un hôtel 5 étoiles, 4 étoiles. Voilà. Pour le reste des activités, plus on monte en gamme et plus c'est un peu cher. Oui, c'est vrai, mais on peut faire du tourisme alternatif, le vrai, l'authentique, des choses authentiques à des coûts très accessibles. Très accessibles. Mais il faut être toujours accompagné avec des experts pour que l'activité ou le séjour ne se transforme pas en aventure. Donc, ça reste toujours du tourisme. Donc, ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, Madame Ferrier, donc, pour le rôle de la région… Des influenceuses, peut-être. Voilà, les influenceuses. Évidemment, les influenceurs ont un grand rôle à vulgariser le tourisme alternatif et de faire du marketing de destination, essentiellement. Le marketing de destination. Le marketing de destination est normalement pris en charge par l'ONTT, par le ministère, par l'État, d'accord? Mais aujourd'hui, on sait bien que le marketing de destination est essentiellement fait par les influenceurs. D'ailleurs, pour les entreprises comme pour les agences, ou nous-mêmes, on fait de l'influence. On communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, on fait de la com. On n'est pas des influenceurs proprement dit, mais on fait de la com pour vulgariser certaines destinations. Mais aujourd'hui, les entreprises, comme ils consacrent des budgets pour le marketing classique,
ils consacrent aujourd'hui des budgets pour les influenceurs, pour la com des influenceurs. Alors, oui, absolument, les influenceurs ont un rôle essentiel pour la communication d'une manière générale de destination, la communication de destination et pour vulgariser le tourisme alternatif. Absolument. Ensuite, Madame Monia a posé la question pour est-ce qu'après la crise, est-ce qu'il y aura un regain pour le tourisme alternatif d'une manière générale et pour les entreprises aussi, est-ce qu'ils vont revoir, comme a parlé Madame Bouzidi aujourd'hui, sur l'éventualité de recourir au tourisme alternatif. Je l'espère, parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Je l'espère. J'espère que les entreprises et les individus qui ont… Aujourd'hui, il y a un regain, c'est vrai. Aujourd'hui, en temps de Covid, il y a un regain. Les gens ont plus envie et besoin d'aller vers le tourisme alternatif. Ils ont développé des phobies pour le tourisme classique et pour tout ce qui est agora, donc tout ce qui est rassemblement. Ils ont développé des phobies. Est-ce que demain, quand cette crise prendra fin, est-ce qu'on ne va pas reprendre les mêmes réflexes et le même raisonnement classique qui est celui de la facilité d'accès aux unités fermées et où il y a le plus de confort? Donc, ce n'est pas évident pour moi, après la crise, ce n'est pas évident, mais certainement on aura gagné quelque chose là-dessus. C'est-à-dire il y aura certainement beaucoup d'individus et d'entreprises qui auront compris que le tourisme alternatif peut représenter une alternative, justement, et que les choses vont définitivement changer, qu'on devra se protéger éternellement contre tous les virus. Je ne pense pas que ça va prendre fin d'un coup. Il n'y aura pas après le Covid, mais il y aura quelque chose… une continuité, peut-être qu'il y aura moins de contamination, mais on aura gardé ces habitudes-là de se protéger et de ne pas vraiment reprendre les mauvaises habitudes qu'on avait. Voilà. Voilà. Ben, merci infiniment. Vraiment, je vous remercie infiniment. Emira, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste très rapidement, je veux remercier nos trois intervenants pour leur présentation, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Juste, je vais prendre la dernière phrase de Sichek, que voilà, on est tous partenaires. Donc, j'invite Madame Haïfa peut-être je vais vous mettre en contact avec Monsieur Khaled peut-être pour commencer à expérimenter l'impact du tourisme alternatif sur des équipes de l'Aviat. Voilà. D'accord, avec plaisir. D'accord. Moi aussi, je vous remercie infiniment. La vérité, j'avais beaucoup d'appréhension au début. Je me suis dit, oh là là, dans quoi ils m'ont embarqué? J'ai appris plein de choses. C'était vraiment un régal de vous écouter. Et vraiment au plaisir de vous revoir très bientôt en présentiel, parce que moi, le virtuel, avec plaisir. C'est pas évident.